On est donc réunis aujourd'hui pour vous parler des premiers résultats du projet Poulette Bio. L'idée, c'est de présenter la diversité des systèmes d'élevage et des pratiques d'élevage en poulette bio en France. Et donc, ce webinaire est le premier webinaire d'une série de 3 qui auront lieu. Donc, le premier est aujourd'hui le 27 janvier, mais les 2 suivants seront en mars. Donc, ce résultat, il s'insère dans le cadre du projet Poulette Bio, qui est un projet CASDAR Co-Innovation qui a démarré en janvier 2025 et qui a pour objectif de co-construire des références, des outils et des scénarios euh, pour sécuriser l'approvisionnement de poulettes biologiques françaises. C'est un projet multipartenarial, donc vous avez en dessous de la diapo tous les partenaires qui sont financés, qui font partie de ce projet. Donc, on a notamment les collègues de la FNAB et de son réseau dans les territoires, l'INRAE, le lycée des Sicaudières, l'ITAVI, et puis la Chambre d'agriculture de la Drôme, pardon. Donc ce projet, il poursuit plusieurs objectifs, mais on va du coup discuter que du premier, qui est celui de réaliser un état des lieux de la filière poulette bio française et d'enquêter les pratiques d'élevage de poulettes bio en France et en Europe. Alors juste pour qu'on ait tous le même vocabulaire, en fait, on a entendu sur le territoire différentes dénominations pour parler des poulettes. Donc une poulette, c'est bien la future poule pondeuse. Donc il faut savoir qu'une poule pondeuse, elle commence à pondre quand elle est sexuellement mature et donc il y a toute une phase de l'élevage entre un jour et en général 16 à 18 semaines où elles sont non productives, donc elles ne pondent pas encore et donc elles sont élevées dans un autre élevage. Enfin, en général, elles sont élevées dans un autre élevage. L'âge d'entrée en ponte, il dépend du poids des animaux et aussi de la stimulation lumineuse que les pondeuses ont reçue. Donc sur les territoires, on a entendu parler de poussines, de poussinettes et de poulettes, mais donc aujourd'hui, on parlera que de poulettes. Donc ces élevages qui élèvent ces jeunes animaux, ils sont plus ou moins spécialisés et c'est bien eux qui nous intéressent aujourd'hui. Il faut savoir que, enfin, pour quelques informations de contexte, la France est le premier pays producteur d'œufs bio en Europe. On a 14% du cheptel de poules pondeuses françaises qui est conduit en AB, donc en agriculture biologique. Et au niveau des chiffres, concrètement, de combien ça représente d'élevage, en 2024, on comptait 2645 élevages de pondeuses bio pour, entre guillemets, seulement 162 élevages de poulettes. Donc ces données restent à consolider et ça fait partie des choses qu'on va travailler dans ce projet. Et du coup, nous, on s'intéresse aujourd'hui à l'organisation de ces élevages et à leurs pratiques. Donc pour ça, en fait, on a mené dans le cadre de ce projet une enquête auprès d'une trentaine d'élevages de systèmes différents en termes de taille, d'organisation et de circuits de commercialisation, afin d'obtenir un panorama de la diversité des systèmes de production et acquérir des références techniques sur l'élevage de poulettes bio. Donc, on a enquêté au total 29 élevages, 15 élevages en filière, donc qui étaient tous en contrat d'intégration, et 14 élevages indépendants. On a fait de nombreuses enquêtes en Bretagne, qui est aussi la région dans laquelle on trouve le plus d'élevages de poulettes en France, mais on a également enquêté en Auvergne-Rhône-Alpes, en Pays de la Loire, en Nouvelle-Aquitaine, dans le Grand Est et en Normandie. Ah oui, en Occitanie aussi, dans un département d'Occitanie. C'est des enquêtes qui étaient assez longues et assez denses, et à partir des nombreuses données récoltées, on a fait une analyse multivariée pour aboutir à une classification des fermes. L'idée, c'était bien de définir une typologie d'élevage et donc de pouvoir distinguer les différents types d'élevage qu'on retrouvait en France. Donc, notre analyse a permis de conduire à la création de 4 groupes. On a 2 groupes en filière. Donc, ce qui distingue ces élevages, c'est la spécialisation sur l'élevage de poulettes bio et la période d'accès sur le parcours des animaux. Et pour les groupes 3 et 4, c'est des élevages en circuit court. Et ce qui va les distinguer, on va le voir, c'est le protocole d'élevage et l'importance de l'accès à l'extérieur. Donc, je vais vous présenter maintenant le portrait de ces 4 grands groupes types d'élevage. Le premier groupe, il a été défini à partir de 7 élevages enquêtés, 4 en Bretagne, 2 en Auvergne-Rhône-Alpes, 1 en Pays de la Loire. Et ils sont tous donc en filière, donc ils travaillent avec 4 organisations de producteurs différents. Donc on a une diversité des organisations de producteurs qui sont représentées dans ce groupe. Ce sont des fermes sur lesquelles on retrouve entre 1 à 2 travailleurs, enfin unités de travail humain sur les fermes, et c'est des fermes avec de la surface, en moyenne 52 hectares sur les fermes.
L'atelier poulette bio est souvent l'atelier principal. Dans 71% des élevages enquêtés, c'est l'atelier principal. Mais c'est des élevages, des fermes en tout cas, qui ont plusieurs ateliers, entre 1 et 3, où on trouve en général donc l'atelier poulette bio, un autre atelier d'élevage, donc de viande, ça peut être de la volaille, de l'ovin, du bovin notamment, et des grandes cultures. Ils élèvent en moyenne 82 000 poulettes bio par an, en 2,1 ou 2,5 lots, ce qui est possible avec cette durée d'élevage de 18 semaines. Pardon. C'est des ateliers récents, donc on a quand même 3 des élevages sur 7 qui ont commencé l'élevage de poulettes entre 2016 et 2020 et 4 sur 7 entre 2021 et 2022. Donc on n'a aucun élevage là dans ce groupe qui a démarré depuis plus de 10 ans l'élevage de poulettes. Dans ce groupe, on a les 3/4 des éleveurs qui ont 2 bâtiments de poulettes. C'est des bâtiments qui sont souvent au sol et on a parfois trouvé des bâtiments en volière. Il faut savoir que la majorité des bâtiments qu'on a rencontrés étaient sombres, c'est-à-dire sans fenêtres, ou s'il y avait des fenêtres, elles sont occultées pour gérer la lumière qui entre dans les bâtiments. La plupart des éleveurs de ce groupe ont des bâtiments, enfin la moitié des bâtiments qu'on a observés dans ce groupe ont été construits dans les années 80. Donc c'est souvent des bâtiments qui servaient auparavant à l'élevage, notamment de volailles de chair en conventionnel, mais pas que, et qui ont été donc équipés et rénovés de sorte à ce qu'ils soient le plus enfin souvent on a vu des bâtiments qui étaient très automatisés et en même temps en élevant 82 000 poulettes, il faut quand même que ça fonctionne. Donc, c'est des bâtiments qui sont également équipés de plateformes surélevées pour la plupart. En fait, ces plateformes, elles permettent d'augmenter la surface enfin l'équivalent de surface au sol du bâtiment. Et donc, c'est ce qui permet de mettre un peu plus de poulettes que normalement dans la réglementation. Donc, dans la réglementation, c'est 15 poulettes maximum par mètre carré. Mais avec la présence de plateformes surélevées, du coup, la surface au sol contient la surface de plateforme surélevée, donc ce qui permet d'avoir dans ces bâtiments une densité plus élevée, de l'ordre de 17 poulettes par mètre carré. Et du fait de l'ancienneté des bâtis, plus de cette densité qui est un peu maximisée dans les élevages, on trouve dans ce groupe l'investissement moyen le plus faible, de l'ordre de 12 € par emplacement. Donc, comme je vous le disais, ce qui distingue le groupe 1 du groupe 2, c'est notamment la gestion des parcours. Donc, dans le groupe 1, en fait, on a rencontré des élevages qui étaient encore sous dérogation, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les 1 mètre carré de parcours disponible par poulette. Mais c'est pour ça qu'on a une moyenne de surface disponible de l'ordre de 0,8 mètre carré par poulette. La réglementation implique également que les poulettes doivent avoir accès, donc entre un jour et leur départ en ponte, donc autour de 18 semaines, à 6 semaines d'accès à l'extérieur. Et dans les élevages qu'on a rencontrés, il n'y avait aucun élevage qui donnait accès à plus que 6 semaines. C'était vraiment le minimum du coup autorisé par la réglementation qui était mis en place. Les périodes d'accès au parcours étaient un peu variables selon les enquêtes, mais la majorité des éleveurs de ce groupe donnaient accès entre 6 et 12 semaines à l'extérieur aux poulettes, ou alors on les trouvait à l'extérieur entre 9 et 15 semaines. Alors il faut savoir que c'est des stratégies qui sont un peu différentes. Les poulettes, comme je vous le disais, pour rentrer en ponte doivent être stimulées par la lumière. Et en fait, entre 6 et 12 semaines, on estime qu'elles sont un peu moins sensibles à la lumière. Et donc, le fait d'être en extérieur ne devrait pas trop perturber leur entrée en reproduction. Quant au choix de les faire sortir avant, enfin de les reclaustrer dans le bâtiment à 15 semaines, c'est souvent lié à un vaccin. En fait, il y a un vaccin qui nécessite l'intervention d'une équipe qui est assez chère et du coup assez chronophage. Et donc, pour éviter d'avoir une problématique de mortalité ou associée à la sortie sur parcours, notamment avec la prédation, c'est pour ça qu'on a que ces élevages-là ne donnent pas accès à l'extérieur au-delà de 15 semaines. Voilà. Donc, du coup, on a bien toutes les poulettes qui sont reclostrées avant leur départ en ponte, donc entre 12 et 18 semaines, entre 15 et 18 semaines. C'est aussi dans ce groupe qu'on observe que l'accès extérieur est le plus limité dans la journée, donc de l'ordre de 6 heures par jour en été. Et donc, ça, c'est géré avec les heures de sortie et les heures de réentrée. Et donc, on a la majorité des éleveurs qui re-rentrent leurs poulettes avant la nuit, donc en général au cours de l'après-midi, ce qui peut nécessiter un temps de travail un peu conséquent si elles ont plus ou moins envie de re-rentrer dans le bâtiment. Donc, avec cette gestion, dans le déclaratif des éleveurs, en moyenne, on avait les poulettes qui prospectaient 30% du parcours. Ce qui est relativement faible. Mais il faut savoir qu'on observait des parcours qui étaient très peu arborés. Donc, 5 des parcours
dans les 7 élevages observés, étaient des parcours prairiaux ou bocagés, donc avec uniquement des arbres sur les bords. On a également demandé quels étaient les critères de qualité de ces éleveurs. Et donc finalement, dans le groupe 1, qui sont les éleveurs les plus spécialisés dont on va parler aujourd'hui, ils avaient pas mal de critères de qualité. Donc pour eux, un bon lot, c'est un lot qui est homogène, qui a bien grandi et grossi pendant la durée d'élevage, sans problème sanitaire particulier. C'est également un lot dans lequel les poulettes sont plutôt calmes, sans nervosité ou sans stress. Et une bonne poulette, quand on s'intéresse plutôt à l'individu, c'était une poulette qui était bien plumée, qui était mobile dans le bâtiment, mais pas pour autant nerveuse vis-à-vis de l'homme, et qui avait, à la sortie, qui était au poids à la sortie. On va revenir sur cette histoire de poids un peu après. Donc voilà pour le premier groupe. Si on s'intéresse maintenant au deuxième groupe, donc celui-là, il a été défini à partir de 8 élevages enquêtés, donc 4 élevages en Bretagne, 2 en Pays de la Loire, 1 en Normandie et 1 dans le Grand Est. Il y a également 4 organisations différentes de producteurs qui étaient représentées dans ce groupe, donc comme pour le groupe 1. Là, on retrouve des fermes qui, en termes de travail, ressemblent aux fermes du groupe 1, donc entre 1 et 2,5 UTH par ferme, et des fermes de 69 hectares de SAU. Toutefois, l'atelier principal n'est le plus souvent pas l'atelier poulette bio. On a seulement 3 élevages sur les 8 enquêtés qui déclaraient l'élevage de poulettes, enfin l'atelier poulette, comme leur atelier principal. C'est à la différence du groupe 1, des élevages dans lesquels il y a un peu plus d'ateliers, c'est des fermes un peu plus diversifiées. On trouve donc l'atelier poulette, un autre atelier d'élevage, et soit en troisième atelier, un autre encore atelier d'élevage ou un atelier de culture. Ils élèvent un petit peu moins de poulettes que les éleveurs en moyenne du groupe 1, donc 60 000 poulettes par an, avec 2 ou 2,5 lots. Mais il faut savoir qu'on a quand même beaucoup de variabilité dans ces 8 répondants, puisqu'on a des éleveurs qui élèvent 23 000 poulettes et d'autres qui en élèvent 95 000. En termes d'ancienneté, on retrouve un petit peu ce qu'on avait vu précédemment. Ça reste quand même, l'élevage de poulettes reste un atelier relativement récent sur les fermes, puisque la moitié des éleveurs rencontrés ont lancé l'atelier poulette entre 2020 et 2023. Dans ce groupe, en fait, on a donc moins de spécialisation et on trouve finalement moins aussi de bâtiments de poulettes. Donc, on a en moyenne un bâtiment de poulettes on a un bâtiment de poulettes pour 7 éleveurs sur les 8 répondants. C'est principalement des bâtiments au sol, on a 15% de bâtiments en volière. Et c'est des bâtiments qui sont, comparés au groupe 1, pas toujours sombres. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des bâtiments qui avaient donc des ouvertures pour faire rentrer de la lumière naturelle. Et ça s'explique aussi par le fait qu'on a des bâtiments qui sont un peu plus récents dans ce groupe que dans le premier groupe. Donc, la moitié des bâtiments utilisés ont été construits entre 2019 et 2022. Et comme pour le premier groupe, ils étaient souvent très automatisés. La densité moyenne qu'on a pu observer donc dans ce groupe est encore plus élevée que dans le précédent, donc de l'ordre de 19 poulettes par mètre carré, mais avec quand même un bon écart type. Et ça s'explique à la fois par la présence de plateformes surélevées, comme je vous expliquais tout à l'heure, ou aussi en raison de la volière. En fait, on a un des élevages qui avait un bâtiment volière dans lequel il entrait 28 poulettes au mètre carré. Et du fait de donc notamment de l'aspect très récent ou très moderne de certains bâtiments, les volières, c'est des investissements qui sont plus élevés que des bâtiments au sol. On a donc un investissement moyen de l'ordre de 17 € par emplacement. Donc quand même bien plus élevé, 5 € de plus que pour le groupe 1. Pour ce qui est de la gestion des parcours, donc là, on a une gestion qui est un accès extérieur qui est un peu plus important pour les poulettes dans ces élevages-là. On a il me semble qu'on avait peut-être un élevage qui était en dérogation, mais sinon, on avait donc tous les élevages qui avaient la surface de parcours disponible. Et donc, en moyenne, on est même au-delà des 1 mètre carré par poulette, puisqu'on est en moyenne à 1,9 mètre carré par poulette. Là encore, elles ne sortent que 6 semaines et pas au-delà. Et les périodes d'accès au parcours sont un peu diversifiées, mais la grande majorité des éleveurs enquêtés donnent accès à la fin du cycle des poulettes à l'extérieur, donc entre 11-12 semaines et jusqu'à 17-18 semaines. Elles sont donc pas toujours reclostrées avant le départ en ponte pour 3 des élevages sur les 8. Et on a également des accès extérieurs qui sont un peu plus importants en termes de durée journalière, donc de l'ordre de environ 10 heures par jour en été. Il y a pas mal d'éleveurs aussi qui, du coup, ne rentrent pas les poulettes avant la nuit. Et donc, ça, c'est un petit peu plus facilitant en termes de travail.
Par contre, même si cette gestion est un petit peu plus extensive que dans le groupe 1, on n'observe pas pour autant une augmentation de l'utilisation des parcours d'après le déclaratif des éleveurs, puisqu'on est encore une fois à 30% en moyenne d'utilisation des parcours. Enfin, selon leur dire, il n'y a pas eu d'observation pour confirmer ça. Et là, sur les critères de qualité, il y en avait un petit peu moins. À l'échelle du lot, on a les mêmes que dans le groupe 1. Donc cet aspect, un bon lot, c'est un lot qui est homogène, calme et sans stress, et qui a grandi correctement pendant la durée d'élevage, et notamment qui a fait un bon démarrage. Et une bonne poulette, c'est une poulette qui, là, été définie uniquement par son poids. Alors pourquoi on parle aussi pas mal du poids? En fait, ça fait partie des éléments qui sont rémunérateurs pour les éleveurs, puisqu'ils ont des objectifs qui sont fixés par les organisations de producteurs. Et donc, c'est notamment le poids qui est important pour caractériser la qualité de la production. Donc, le protocole d'élevage que mettent en place ces éleveurs est fourni par les organisations de producteurs. Le programme lumineux, qui est quand même un élément assez central et prégnant en élevage de poulettes, est fourni par les OP et donc aussi dépend des demandes des éleveurs de pondeuses selon, en gros, l'âge de début de ponte qui est demandé ou la longévité de ponte qui est attendue. On rediscutera plus précisément des programmes lumineux lors d'un prochain webinaire parce que ça nécessite de prendre quand même un peu de temps pour pouvoir détailler cette pratique. En termes d'alimentation, donc on a des systèmes plus ou moins optimisés, des programmes alimentaires plus ou moins optimisés. Donc, en moyenne, il y avait 4 à 5 aliments qui sont aussi fournis par les organisations de producteurs. Et donc, il y a des stratégies parfois différentes avec soit des opérateurs qui veulent avoir un démarrage qui soit très bon, puisque beaucoup de choses se jouent sur les premières semaines d'âge, et donc qui utilisent 2 aliments de démarrage. Et sinon, on a des éleveurs qui ont plutôt 4 aliments, donc démarrage, croissance, premier âge et deuxième âge, et qui utilisent parfois un aliment dit intervention en cas de perte de croissance. Pour ce qui est du programme sanitaire, il est vraiment adapté selon les attentes des éleveurs de pondeuses. Donc, il y a des vaccins qui sont faits aussi en fonction des demandes. C'est le cas, par exemple, du vaccin par rapport à la salmonelle. Il y a quand même on a été surpris de voir le nombre d'interventions qui étaient faites sur les élevages, avec beaucoup de antiparasitaires, pas mal de vaccinations pour différentes maladies, et donc qui implique une charge de travail assez conséquente pour les éleveurs et qui aussi rend parfois plus difficile le remplacement sur l'atelier. C'est des éleveurs qui, du coup, suivent les lots, notamment par des indicateurs qui sont automatisés. Donc, les poids des animaux sont suivis au jour le jour avec des pesons automatiques. Ils suivent également les consommations d'eau, d'aliments, la température et l'ambiance avec des sondes. Et sinon, leur passage dans les bâtiments leur permet d'observer le comportement et la répartition des poulettes. Cette répartition, elle est particulièrement importante à surveiller dans les premiers jours pour éviter les morts par écrasement, par asphyxie. En termes de souches qu'on retrouve sur ces élevages, en fait, c'est des éleveurs qui ont l'habitude de travailler avec énormément de souches différentes. Parfois, dans un même bâtiment, ils ont plusieurs souches, mais c'est pas lié à leur choix, c'est vraiment à la demande des éleveurs de pondeuses. Donc, les responsables techniques et les conseillers des opérateurs, en fait, prennent les commandes des éleveurs de pondeuses et donc, du coup, adaptent le contenu, on va dire, d'un bâtiment de poulettes en fonction. Et donc, comme je vous le disais, ils ont des objectifs, ces éleveurs de poulettes en organisation, en filière. En moyenne, il faut qu'ils sortent des poulettes d'1,5 kg, 1,4 kg, enfin 45, 1,5 kg à 17 ou 18 semaines et avec le moins d'aliments consommés possible. Alors, en général, on retrouve dans les résultats qu'on nous a partagés entre 6,5 et 7 kg d'aliments consommés comme objectif. C'est des éleveurs qui n'ont pas aussi toujours la vision de la seconde partie, donc de la partie, enfin, on élève des poulettes pour faire des œufs en partie pondeuse, mais le manque de lien entre éleveurs de pondeuses et éleveurs de poulettes a plusieurs fois été discuté dans ces enquêtes. Et quand on demandait aux éleveurs de poulettes quels étaient les objectifs de ponte, ils n'étaient pas toujours en capacité de répondre, si ce n'est qu'en général, ils nous disaient que c'était pour faire les poulettes les plus efficaces et les plus, enfin voilà, qui pondent le plus, quoi. Voilà pour cette première partie. Du coup, là, vous avez juste un tableau qui récapitule les grands indicateurs dont je vous ai parlé aujourd'hui, enfin jusqu'alors. On va pouvoir prendre des questions sur ces élevages en filière. Donc, C'est parfait, j'allais te rappeler que tu n'avais plus qu'une minute, donc tu es même un peu en avance. Donc, on a une première question qui était plus une question de compréhension sur les bâtiments volières. Qu'est-ce que tu appelles un bâtiment volière? Est-ce que tu peux décrire ce qu'il y a à l'intérieur?
Oui, les bâtiments en volière, du coup, c'est des systèmes qu'on retrouve beaucoup dans les systèmes conventionnels et dans d'autres pays européens. C'est donc des bâtiments qui sont à étages, si on peut dire, et donc il y a plusieurs étages alors ça dépend des fabricants. Il me semble qu'il y a des volières qui sont plus ou moins grillagées. Alors j'ai pas envie de dire de bêtises que je suis pas une professionnelle des volières, mais du coup il y a vraiment plusieurs étages et donc les poulettes peuvent passer d'un étage à l'autre. Mais des fois, il y a 3 ou 4 étages avec la hauteur de plafond et c'est ce qui permet justement cette densité très importante. Alors, on a une remarque plus qu'une question, mais est-ce que tu pourrais repréciser, tu as parlé de vaccins pour la salmonelle. Actuellement, on ne fait que de la prévention avec des prélèvements avec chiffonnette. Est-ce que tu as croisé des éleveurs qui auraient fait des vaccins ou est-ce que c'est juste un abus de langage? Non, non, il y a enfin, en tout cas, nous, on nous a parlé d'un vaccin pour la salmonellose. Après, son efficacité n'est pas. Moi, j'ai entendu plusieurs sons de cloche à ce sujet. Il n'y a pas beaucoup d'éleveurs qui font le vaccin salmonelle parce qu'il n'est pas forcément. On n'a pas assez de recul sur son efficacité des retours que j'ai eus, hein. C'est vraiment des retours d'éleveurs. S'il y a des vétérinaires autour de la table, n'hésitez pas à compléter. Mais du coup, c'est un vaccin qui coûte assez cher et donc il est vraiment à la demande. Il ne fait pas partie du programme sanitaire classique. Il est ajouté en fonction des problématiques que peut rencontrer l'éleveur de pondeuses derrière. Et du coup, Flavie, vous aviez levé la main. Est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à ces explications? Euh, Bon, je vous laisse. Ok, c'est bon, ça marche, merci. Alors, on a une autre question sur l'occultation. Ah, pardon, attends. Hop, je suis plus dans la bonne section. Pourquoi est-ce qu'on occulte la lumière naturelle sur les bâtiments de poulettes? oui, mais alors du coup, peut-être que je peux prendre un peu de temps pour parler des protocoles lumineux. En fait, donc les poulettes, comme tout oiseau, sont stimulées par la lumière et c'est en fait cette stimulation lumineuse qui participe au développement du système reproducteur des poulettes. Et donc, il faut en fait ce qu'on appelle une photopériode croissante vers la fin du cycle d'élevage des poulettes pour déclencher la production. Donc, une photopériode croissante, c'est une augmentation du nombre d'heures par jour. Dans les élevages, pour avoir des démarrages de ponte qui sont homogènes, qui sont homogènes, on met en place un programme lumineux qui est assez strict. Et en fait, l'entrée de lumière naturelle dans ces bâtiments va perturber forcément ces programmes lumineux. Et d'ailleurs questionne énormément, enfin c'est un sujet de recherche, comme je disais, on en parlera plus longuement dans un autre webinaire, mais dans un des webinaires du mois de mars. Mais c'est un sujet qui est à travailler puisque donc la réglementation bio explicite le fait que les bâtiments d'élevage, donc toute espèce confondue en bio, doivent être avec une lumière naturelle abondante. Et donc, c'est-à-dire que d'après les organisations certificateurs, ça veut dire qu'il faut pouvoir lire un document écrit sans lumière artificielle dans le bâtiment. Et donc, nous, on a rencontré quand même beaucoup d'élevages qui n'étaient pas en règle par rapport à cette partie de la réglementation. Mais à ce jour, on ne sait pas faire de programme lumineux avec une lumière naturelle abondante dans les bâtiments. Et donc, on ne sait pas quel impact de l'entrée de la lumière dans les bâtiments pourrait avoir sur l'homogénéité de la ponte, le déclenchement de la ponte sur les animaux. En fait, un des risques, c'est d'avoir des pontes qui sont trop étalées ou d'avoir des poulettes qui démarrent à pondre trop tôt et donc qui vont faire des œufs de calibre tout petit, donc des œufs XS. Ça peut avoir aussi un impact négatif si elles rentrent en ponte trop tôt sur leur durée, leur fragilité, on va dire, et donc leur longévité de ponte. Donc c'est pour toutes ces raisons que pour l'instant les bâtiments sont sombres, mais du coup ça fait partie des éléments qu'on souhaite travailler dans le cadre de ce projet. Alors, on a deux questions sur la vaccination. Donc, est-ce que tous les éleveurs ont été vaccinés? Et les autres questions seraient comment les éleveurs gèrent-ils la reclostration des poulettes pour les vaccins? Constatent-ils des impacts sur le comportement des animaux? Oui.
Alors du coup, là pour l'instant, je vous ai parlé uniquement des élevages en filière. Donc dans les élevages en filière, tous les éleveurs vaccinés. Donc il y a des vaccins qui sont faits par le couloir, qui sont des vaccins obligatoires. Et ensuite, il y a un programme sanitaire, comme je vous disais, qui est mis en place par les organisations de producteurs. Donc il y a plusieurs. Alors moi, je n'ai plus en tête exactement tous les vaccins parce qu'en fait, il y en avait vraiment beaucoup et selon les opérateurs, c'était pas toujours les mêmes. Mais du coup, il y avait plusieurs types de vaccins. Je pourrais vous trouver des informations un peu plus précises par la suite. Mais oui, et alors c'est quoi la deuxième partie de la question? C'était Les... et juste c'est par donc la Un vaccination impact se fait sur... Ah par oui, comment tu reclostres nébule. les poulettes pour les vaccins et Ouais, est-ce qu'il y a des impacts sur le comportement des animaux? ok. Donc, il y avait des vaccinations par nébulisation notamment et par injection et des traitements aussi qui passaient par l'eau de boisson. Donc, par injection, c'est notamment un des vaccins qui s'appelle le RT-Pont qui est fait à 15 semaines, celui dont je vous parlais qui était assez cher, qui est un vaccin avec plusieurs maladies incluses. Enfin, j'ai en tête Marek, Guemboro, la bronchite infectieuse notamment. Alors, je sais pas, oui, c'est ça. Donc, les animaux, dans ces cas-là, sont en effet, donc dans toute forme de vaccination, les animaux sont claustrés. Alors, comme vous l'avez vu, de toute manière, ils n'ont pas un accès à l'extérieur très important par jour. Et donc, les jours de traitement, elles ont peut-être un accès restreint sur la journée. Et donc, si c'est par nébulisation, c'est avec pulvérisation à l'intérieur du bâtiment. Et si c'est par injection, c'est avec l'intervention d'une équipe d'attrapage qui donc va vacciner chaque poulette les unes après les autres. L'impact sur le bien-être des animaux, en fait, on ne l'étudie pas. Là, c'est des enquêtes qui étaient faites à dire d'éleveurs. On a juste eu au sein d'une OP des éleveurs qui avaient un problème avec un des vaccins. Et donc, c'était discuté avec, enfin, un problème où vraiment ils sentaient que ça avait un impact assez fort sur les animaux où elles étaient, enfin, moins, comment dire, Oui, elles fatigué étaient hein, pas par le bien, quoi, vaccin. prostrées, ouais, Ouais. prostrées pendant plusieurs jours. Mais donc, du coup, c'était vraiment lié Les à yeux ce rouges. vaccin et ils n'ont pas fait de retour pour d'autres vaccins. Donc, on sous-entendu qu'il n'y avait pas forcément de problème qui était très observé. Mais ça fait partie des choses qu'on va suivre dans la suite du projet aussi. Et parmi les éleveurs que tu as enquêtés, quelle est la race qui était la plus présente? Comme je le disais, en fait, alors du coup, enfin, c'était principalement des poules rousses, mais avec différents, en fait, qui sont issus de plusieurs couvoirs. En fait, c'est pas les éleveurs de poulettes qui choisissent, comme je disais, c'est les éleveurs de pondeuses qui, quand ils passent commande, bah, choisissent d'avoir des ISA ou des Loman ou je ne sais pas, des Babcock. Et donc, c'est ensuite les opérateurs qui prennent commande avec les couvoirs et donc les éleveurs qui reçoivent les poulettes commandées par les opérateurs. Du coup, on a vu, bah, en fait, toutes sortes dans un élevage, parfois il y avait 4 souches différentes en même temps, mais pour correspondre aux attentes des éleveurs de pondeuses qui ont passé commande. Ouais, on a une personne qui nous demande le nom du vaccin qui provoquait les réactions et la fatigue des animaux, si tu te Mais souviens. j'ai en tête, mais j'ai pas envie de dire de bêtises que c'était il disait la laryngo, le vaccin pour Oui, la c'est vrai, laryngo. c'était de la laryngo. Ouais. On Pardon. pourra le retrouver plus précisément. Est-ce que je peux intervenir? Vous m'entendez? Oui, Ouais, Oui. en fait, Oriane Malburet, je suis vétérinaire Vétopole dans la Drôme. Effectivement, le Poulvac Larago, c'est un vaccin qui fait réagir. Parce que normalement, ce sera un vaccin qui devrait se faire goutte dans l'œil. Et pour une oui. facilité de manipulation, ça se fait en eau de boisson. Donc, effectivement, c'est un vaccin qui fait réagir les animaux parce que c'est pas le bon mode d'administration, parce que c'est beaucoup moins coûteux de le faire en eau de boisson qu'en goutte dans l'œil. Et après, Hmm. pour revenir, pas pour contredire ce qui est dit dans la présentation, mais juste pour préciser, il n'y a pas de vaccin obligatoire, c'est juste des fortement conseillés par rapport aux risques sanitaires. Il n'y a aucune vaccination obligatoire, mis à part actuellement les canards sur l'influenza aviaire, mais en pondeuse, il n'y a pas d'obligation vaccinale réglementaire. C'est vraiment du conseil sanitaire fort par rapport aux impacts sur les lots, quoi. Voilà, Ok. si précision C'est que vrai je voulais que apporter.
Merci. C'est tout à fait. Enfin, nous, on nous avait dit, c'est les vaccins qui font de toute manière au couvoir. Et il y avait des éleveurs, notamment, on va le voir là, dans les éleveurs en filière, en indépendant, pardon, en circuit court, qui voulaient pas forcément avoir des poulettes vaccinées et ils n'avaient pas vraiment le choix. J'avais l'impression, c'était automatique dans les couvoirs de vacciner. Il y avait 5 vaccins différents qui étaient mis en place pour Marek notamment et la bronchite infectieuse, je crois. En fait, pour moi, c'est pas une obligation réglementaire, c'est plus que si on le fait pas et qu'on se met en élevage et qu'on a un pépin sanitaire, c'est une catastrophe. Donc c'est Mm. un et du coup, effectivement, dans les couvoirs, ils ont l'habitude de le faire parce qu'en fait, c'est passé dans les pratiques courantes, mais ne pas le faire, ce serait se tirer des balles dans les pieds, Mm. évident. Voilà. Ça marche. Merci pour le complément. Est-ce que je peux rajouter un petit truc par rapport à cette vaccination, justement? Oui, bien sûr. Oui, est-ce que Alors, vous pouvez c'est juste Myriam nous donner votre nom? Pardon, Myriam Lebris, éleveuse de poulettes enfin, éleveuse de, non, poule pondeuse, avec un atelier poulette pour mon auto-fournissement. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai eu, en fait, aussi, enfin, ça dépend quel couvoir, en fait, on a à faire, et c'est aussi une histoire logistique au niveau des vaccins et du nombre de poulettes qu'on commande par rapport à leur nombre de poulettes dans le lot. Notamment, par exemple, moi, je commande des petits lots de poussins. Et en fait, leur dose de vaccin, si la majorité des autres éleveurs qui ont commandé des poussins n'ont pas demandé ce vaccin qui est pour 1000 doses, mettons, je commande 300 poussins, et ben, du coup, ils vont pas ouvrir le 1000 doses pour mes 300 poussins. Mm. Et inversement, en fait. Enfin, ils utilisent de toute façon, enfin voilà, selon le nombre Ok. de poussins qu'on a, il y a des histoires logistiques. Du coup, je me permets de répondre. Il y a l'histoire d'effectivement, il n'y a aucun vaccin qui existe en dessous de 1000 doses. Donc, effectivement, pour les petits lots, sans être péjoratif du tout, hein, mais ça va être vraiment pénalisant par rapport au coût des vaccins. Mais une fois de plus, moi, même pour les gens qui décident de vacciner chez eux, le conseil est quand même de mettre en place un mini plan de prophylaxie parce que rien faire, même si on n'a que des lots de 300, s'il y a un pépin sanitaire, en fait, ce serait trop dommage de se priver de ce truc-là qui est quand même un bon moyen de protection, même si c'est pas du 100%. Je Voilà. suis complètement d'accord. Moi, j'ai un suivi. Enfin, je l'ai fait avec mon vétérinaire sanitaire et en fait, je le fais et je paye la 1000 doses et il n'y a aucun souci. Je parlais des vaccins mis au couvoir, en fait. Oui, moi, Et tout que, à en fait. fait, Non, mais tout à comment? fait. Je comprends tout à fait ce que vous dites. C'était tout simplement. Enfin, voilà, c'est qu'en fait, nous, en tant qu'éleveurs de poulettes, du coup, quand on achète des poussins et qu'on demande ou pas certaines choses, c'est notre. Enfin, comment dire, force de frappe, entre guillemets, elle est limitée avec des petits lots. Et donc, du coup, on n'a pas toujours ce qu'on veut du fait de leur organisation logistique, en fait. Ok. Voilà. Merci beaucoup pour ces retours. On n'a plus de questions. Je m'excuse du coup. On va enchaîner avec la suite pour que tu aies le temps de dérouler la suite de ta présentation. Oui. Bah, la transition est toute faite puisque là, on commençait à parler des petits élevages de poulettes bio. Et donc, du coup, ça fait partie des 2 autres groupes là qu'on a pu identifier dans nos enquêtes. Donc, le groupe 3, il a été défini à partir de 8 élevages enquêtés, 2 élevages en Bretagne, 3 en Auvergne-Rhône-Alpes, 1 en Pays de la Loire, 1 en Normandie et 1 en Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'était des fermes qui étaient enfin, alors, il faut savoir que c'est des élevages en circuit court, donc on a beaucoup de variabilité selon les systèmes d'élevage et les fermes. Donc, il y a un peu plus de détails là que dans la partie élevage en filière, qui sont des élevages qui se ressemblent parfois un petit peu plus. Donc, on a en termes de travail, on a des fermes qui font entre 0,5 et 5,5, enfin qui ont entre 0,5 et 5,5 travailleurs sur les fermes, avec une moyenne à 1,8 UTH par ferme. Et on a des surfaces qui sont plus petites que ce qu'on a vu dans les élevages en filière. Donc 14 hectares en moyenne, mais en fait on a 2 groupes. 62% des éleveurs intégrés là ont entre 2 et 7 hectares. Donc l'atelier poulette bio n'est souvent pas l'atelier principal dans ces élevages. C'était le cas seulement dans 25% des élevages enquêtés, donc 2 sur les 8 enquêtés. Ce sont donc tous des éleveurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces éleveurs sont des éleveurs de pondeuses. Et donc les poulettes servent dans tous les cas à l'auto-renouvellement des troupeaux. Mais parfois, il y a des éleveurs qui faisaient aussi une vente d'une partie des poulettes élevées. Donc, ils mettent en place un peu plus de poulettes que ce qu'ils ont besoin pour leur propre cheptel et ils en vendent une partie.
C'est des fermes qui ont entre 2 et 4 ateliers, donc qui sont quand même très diversifiés. On a toujours du coup l'atelier poulette et l'atelier pondeuse, et on trouve souvent 1 ou 2 autres ateliers de culture, notamment des élevages, enfin des ateliers de végétal spécialisés, maraîchage ou arboriculture. Ils élèvent en moyenne 1800 poulettes par an en 1 ou 2 lots, mais pareil, on a encore 2 groupes, on va dire, on a les très petits qui élèvent entre 200 et 700 poulettes, donc ça représente la moitié des répondants, 4 sur 8, et l'autre moitié qui élève entre 1500 et 4000 poulettes. Et ça reste des fermes qui ont peu d'expérience sur l'atelier poulette. Donc on a 7 sur les 8 répondants qui ont commencé l'élevage de poulettes entre 2021 et 2024. On avait un seul élevage enquêté là qui avait 12 ans d'ancienneté et 21 lots mis en place. En termes de protocole d'élevage, donc on a un petit peu discuté du programme lumineux tout à l'heure, mais là, il y a aussi tous ces éleveurs-là mettent en place un programme lumineux dans l'objectif d'avoir une homogénéité des lots et une homogénéité de l'entrée en ponte. C'est des programmes qui sont fournis en général par les couvoirs ou les sélectionneurs et qui sont ensuite retravaillés par les éleveurs. Toutefois, les données qu'on a pu collecter dans les enquêtes étaient souvent imprécises, donc c'est quelque chose qu'on va continuer à prospecter dans la suite du projet. En termes d'alimentation, on était sur des élevages qui étaient un petit peu moins optimisés que dans les élevages en filière qu'on a pu observer, donc des systèmes alimentaires avec 3 aliments, donc démarrage, croissance et ponte, ou démarrage, croissance, deuxième âge. Et on avait quelques éleveurs qui utilisaient un aliment poulet de chair, donc démarrage, croissance des poulets de chair, et pas forcément un aliment poulette. Dans la pratique, il y a des différences quand même en termes d'apport nutritionnel entre ces gammes d'aliments poulet vs poulette. Et donc, on était en moyenne avec un prix pour ces 3 gammes entre 60 et 70 centimes par kilo, donc 600 à 700 € tonne. Pour le programme sanitaire, là, dont on a discuté, il est peu important. On a donc les vaccins, donc là j'ai mis obligatoire, mais du coup les vaccins qui sont faits au couvoir et de la prévention. Comme on le disait, ça dépend vraiment aussi du contexte sur l'élevage. Enfin, là, on n'a que des éleveurs de pondeuses, donc ça dépend aussi du contexte sanitaire sur les élevages de pondeuses. Mais en effet, comme les vaccins ne se vendent que par 1000 doses, parfois c'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de vaccins particuliers qui sont faits sur les fermes. On nous a aussi remonté que le matériel pour la vaccination n'était pas toujours adapté aux petits élevages. En termes d'indicateurs de suivi des lots, donc on a en premier des indicateurs liés au comportement et à la répartition des poulettes. Ensuite, on voit la consommation, mais qui n'est pas forcément suivie avec des pesées. Enfin, c'est moins optimisé la suivi de la consommation qu'en élevage en filière. Le poids est tout de même un indicateur, même s'il y a la moitié des éleveurs qui ne pèsent pas. Alors, on sait que pourtant, le suivi des poids est quand même un indicateur particulièrement important en élevage de poulettes. Mais s'il n'y a pas de suivi de poids, il y a un suivi plus visuel du gabarit des poulettes. Et ensuite, ils font attention à la qualité de la litière pour notamment suivre les fientes et voir s'il y avait éventuellement des problèmes digestifs et des suivis de température, notamment au démarrage, pour avoir un bâtiment qui est bien chaud et éviter les problèmes sanitaires. En termes d'objectifs, en fait, là, il y a pas, enfin, les objectifs, ils sont plutôt sur la partie pondeuse que sur la partie poulette. Quand on demandait aux éleveurs quels étaient leurs objectifs, ils se calquaient quand même sur ce qui était partagé par les sélectionneurs, donc d'avoir des poulettes qui sortent entre 1,45 kg et 1,65 kg, avec, donc là, c'est environ 7,1 kg d'aliments consommés, mais on avait pas mal de variabilité. Et les durées d'élevage aussi sont très variables d'un élevage à l'autre, même s'ils se calquent souvent sur le 18 semaines aussi de âge de départ en bâtiment de ponte. Donc là, on a quand même plus de détails sur leur objectif en pondeuse, puisque c'est des éleveurs de pondeuses. Donc, c'est des éleveurs qui voulaient un démarrage de la ponte entre 16 et 22 semaines, donc avec une moyenne à 18 semaines et demie, ce qui est quand même relativement tôt. Et avec 80%, enfin, 18 semaines et demie, c'est pas si tôt, mais en tout cas, ça reste précoce. Et avec des objectifs de 80% de taux de ponte sur l'ensemble de la durée d'élevage. On avait 3 éleveurs sur les 8 enquêtés qui cherchaient aussi à avoir une ponte, une longévité de ponte importante, donc pour réformer les poules pondeuses entre 90 et 130 semaines. Et là, en termes de bâti, donc on a souvent observé des bâtiments qui servaient à la fois aux poulettes et aux pondeuses et qui étaient parfois du coup séparés avec des cloisons pour ne chauffer qu'une partie des bâtiments. On avait aussi des élevages qui avaient des petits bâtiments de poulettes et puis qui les déplaçaient en bâtiments plus grands quand il n'y avait plus assez de place dans le bâtiment.
On a vu quand même beaucoup de bâtiments qui étaient enfin, qui avaient moins de 15 ans, donc qui ont été construits dans les années 2000. Mais peu de bâtiments qui étaient automatisés en comparaison avec ce qu'on a vu dans les élevages en filière. Là, on a par contre des densités qui sont quand même plus faibles que les élevages en filière, donc de l'ordre de 10 poulettes par mètre carré. Et du fait de cette densité pas optimisée aux 15 poulettes par mètre carré et de l'âge des bâtiments, on a un investissement moyen qui était de l'ordre de 15 € par emplacement, mais plus ou moins 9 €. Donc pas mal de variabilité. L'accès au parcours, donc pas mal de stratégies différentes. En général, en fait, on avait donc un accès précoce à l'extérieur, donc avec une sortie dès 4 semaines, donc sur des poulettes qui sont encore peu plumées, mais pour commencer à s'habituer à l'extérieur et qui ne sont pas reclostrées avant leur départ en ponte. Et d'autres qui donnaient un accès un peu plus tardif, donc entre 8 et 10 semaines jusqu'à 18 semaines. On a aussi vu des éleveurs qui ne donnaient pas du tout accès à l'extérieur avant la phase pondeuse, donc qui en soi ne respectent pas la réglementation, ou des élevages qui donnent accès à l'extérieur, mais pas sur la durée qui est réglementaire. Donc on a vu 2 élevages comme ça qui donnaient accès entre 13 et 18 semaines. Et la durée d'accès journalière est entre 7 et 13 heures selon les élevages, avec une moyenne à 10 heures par jour, donc ce qui correspond un peu à ce que faisait le groupe 2. En termes de critères de qualité, pour le groupe 3, un bon lot, c'était un lot qui était homogène et dont la ponte était à la hauteur des objectifs de l'éleveur. Et une bonne poulette, c'était une poulette qui était au poids à la sortie et qui était bien plumée. Même si on a des réponses qui sont très variables selon les éleveurs et éleveuses, selon aussi les attentes qu'ils ont d'avoir des poules plus ou moins prospectrices, plus ou moins rustiques, etc. Pour ce qui est du groupe 4, donc c'est notre groupe le plus low-tech, si on peut dire, observé. Donc il a été défini à partir de 6 élevages enquêtés, 2 en Bretagne, 2 en Nouvelle-Aquitaine, 1 en Auvergne-Rhône-Alpes et 1 en Occitanie. C'est des fermes qui ont le plus de travailleurs, donc en moyenne 2 UTH par ferme, et qui ont en moyenne 33 hectares de surface agricole utile. Mais là encore, 2 groupes avec plus ou moins des surfaces importantes. C'est dans ce groupe, on n'a aucun élevage pour lequel l'élevage de poulettes bio est l'atelier principal. Mais ce sont en grande majorité des éleveurs de pondeuses. Et donc le 1 sur 6 là, qui n'était pas éleveur de pondeuses était éleveur de poulets de chair. Et ces poulettes servent donc à l'auto-renouvellement, mais aussi à la vente, comme précédemment. Et on avait un seul élevage là qui se destinait uniquement à la vente. C'est des élevages diversifiés. Donc, c'est les fermes les plus diversifiées qu'on a observées. On avait donc toujours l'atelier poulette plus un atelier volaille, chair ou ponte. Et on avait 50% des répondants qui avaient un atelier végétal spécialisé à coller. C'est des élevages qui élèvent en moyenne 1250 poulettes par an. Donc, on est encore en dessous du groupe 3, en 1 ou 2 lots. Et en fait, on a 4 élevages sur les 6 interrogés qui élèvent des lots entre 125 et 900 poulettes. Et 2 qui élevaient quand même des lots entre 2400 et 3000 poulettes. Et c'est dans ce groupe, même s'il est low-tech, entre guillemets, qu'on retrouve les éleveurs avec le plus d'ancienneté. La moitié des éleveurs ont déjà élevé plus de 15 lots de poulettes. Et l'autre moitié, au contraire, était très peu expérimentée avec un démarrage d'atelier de poulettes en 2023 ou 2025. En termes de protocole d'élevage, donc là, il n'y a pas de programme lumineux. Pour stimuler finalement la production des poulettes, c'est souvent possible grâce à la mise en place saisonnée des poulettes. Donc souvent, on avait des éleveurs qui mettaient en place en hiver pour que finalement, à l'âge de 15-16 semaines, elles soient dans une période où il va y avoir naturellement une photopériode croissante naturelle avec l'arrivée du printemps, l'allongement des jours. Comme dans le groupe 3, au niveau alimentation, il y avait 3 aliments, donc vraiment comme pour le groupe 3, si ce n'est que le prix moyen de l'aliment était un peu plus élevé, du fait notamment qu'on a des cheptels qui sont un peu moins importants, et donc que les prix de l'aliment peuvent être plus élevés. Et on avait une éleveuse dans ce groupe qui faisait son propre aliment à la ferme. En termes de programme sanitaire, c'était globalement similaire à ce qui se faisait dans le groupe 3, donc peu important et dépendant des conditions en élevage de pondeuses. Et pour ce qui est d'indicateurs de suivi, donc c'est à peu près les mêmes aussi, le comportement, la répartition des poulettes, les consommations, le gabarit, plus que le poids, la température et la qualité de la litière. Quand on leur demandait les résultats sur la parlie poulette, c'était assez difficile de leur demander de le quantifier. Et aussi parce qu'il y avait très peu d'éleveurs qui pèsent, donc finalement, c'est plutôt leurs attentes, elles sont par rapport à la phase pondeuse, donc le démarrage de la ponte, qui est assez précoce, là, du coup, entre 16 et 19 semaines, et qui s'explique aussi du fait de cette stimulation naturelle des animaux, et avec des taux de ponte objectifs qui sont plus faibles que ceux qu'on a observés dans les autres groupes, même si on a aussi là des élevages qui avaient des attentes sur la longévité de ponte.
Et donc, c'est des élevages qui ont comme pour le groupe 3, des bâtiments qui servent à la fois aux poulettes et aux pondeuses, des bâtiments peu optimisés, automatisés, pas toujours optimisés d'ailleurs, et avec des densités moyennes qui étaient de l'ordre de 9 poulettes par mètre carré, donc un petit peu en deçà des autres du groupe 3. Mais du coup, du fait de cette faible densité et des bâtiments plus ou moins récents, on avait un investissement moyen qui était assez élevé, de l'ordre de 7 € par emplacement, mais avec une très grande variabilité, donc plus ou moins 11 € par emplacement. Ce fait qu'on avait dans certains élevages des coûts, des frais l'investissement moyen à l'emplacement était autour de 30 €, ce qui est qui est important. Pour ce qui est de l'accès au parcours, donc c'est vraiment les systèmes d'élevage les plus extensifs. La grande majorité des éleveurs répondants donnaient un accès précoce aux animaux, donc entre 4 et 6 semaines, et ne les reclausteraient pas jusqu'à leur départ, entre guillemets, en élevage de pondeuse ou leur démarrage de ponte. Et en termes de durée journalière, c'était vraiment accès du lever du jour au coucher du soleil. Pour ce qui est des critères de qualité, en fait, il y avait beaucoup de variabilité selon les éleveurs. Donc, souvent, on avait un critère qui était unique à un élevage. Mais ce qui les réunissait, c'était qu'un bon lot était un lot homogène et qu'une bonne poulette, c'était une poulette bien plumée. Après, encore une fois, il y a des attentes différentes selon des critères sanitaires, de prospection, de comportement. Et juste un petit point sur les souches utilisées dans les groupes 3 et 4. En fait, c'est très variable d'un élevage à l'autre. On avait souvent quand même dans ces élevages des mélanges de souches. Le fait d'élever ses propres poulettes permettait aux éleveurs de mélanger finalement les souches. Donc on trouvait souvent des rousses et des blanches, mais aussi associées à des souches plus rustiques ou locales. Donc on a eu pas mal de noirs, marans ou noirans, des Sussex, des cendrés et des races locales comme le gris du Vercors ou le coucoudrène, la coucoudrène. Ça dépend aussi des contacts que les éleveurs arrivent à trouver dans les couloirs. À noter qu'il y a une tension de plus en plus importante à ce jour pour se fournir en poussins d'un jour, en raison notamment du fait que les couloirs demandent acceptent des commandes d'un certain nombre de poulettes, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et donc en national, là, les éleveurs qu'on a enquêtés se font travailler avec les couvoirs Novoponte, Hendrix Genetics et Lancliette, et parfois avec d'autres couvoirs locaux, on va dire. Voilà, j'ai fini pour cette partie-là. Est-ce que il y a des questions? On a un petit peu de retard sur le programme. Je m'excuse Ouais. de ma durée. Il n'y a pas de souci, ça permet des échanges. Alors, on avait une première question sur les livrables. Est-ce qu'un guide technique élevage poulette bio est prévu? Alors justement, ce que je vous invite à rester jusqu'à la fin du webinaire, parce qu'on va vous proposer de remplir un petit questionnaire à la suite de ce webinaire, notamment pour savoir quels sont vos besoins en termes de présentation de ces résultats, puisque là, donc, ces webinaires sont une introduction, mais il y a beaucoup plus d'informations à vous partager. Pour produire un guide technique, il faut quand même pas mal de recul sur l'élevage de poulettes. Nous, dans ce projet, on va à la fois, donc là, on a fait des enquêtes, mais on va aussi mettre en place des essais et des suivis qui nous permettront d'approcher un peu ces conditions d'élevage. Donc, je ne suis pas sûre qu'on ira jusqu'à un guide d'élevage, mais on produira dans tous les cas des documents techniques qui permettront aux porteurs de projets ou aux éleveurs souhaitant mettre en place des poulettes bio ou aux conseils techniques qui accompagnent ces acteurs-là d'être mieux outillés pour mettre en place un élevage de poulettes bio sur les fermes. Mais du coup, on attend aussi, il est important qu'on puisse aussi collecter les besoins des différents publics auxquels on s'adresse dans ce projet pour pouvoir adapter au mieux les publications qu'on va faire. Alors, j'ai une question pour toi sur les élevages du groupe 1 et 2. Est-ce que les élevages des groupes 1 et 2 ne fournissent que des organisations de producteurs ou est-ce qu'ils fournissent aussi directement des éleveurs-éleveuses sur des petits lots? Et est-ce que tu as enquêté dans ces catégories les couvoirs qui fournissent des poulettes prêtes à pondre? Ok. Oui, alors du coup, en fait, ce que nous ont dit les éleveurs en circuit long, c'était que ils pouvaient fournir des petits lots de poulettes, mais que c'était vraiment dépendant des demandes qui leur étaient faites. Et il est certain qu'il faut beaucoup anticiper la commande d'animaux par rapport peut-être à l'usage sur certaines fermes. Donc oui, ils peuvent fournir des petits élevages. Parfois, ils travaillent aussi avec des commandes groupées. C'est des choses que les opérateurs peuvent gérer.
On a aussi, donc là, ce qu'on n'a pas pu enquêter, c'est on sait qu'il y a des grossistes qui, en fait, font des commandes aux opérateurs et ensuite, eux, livrent des poulettes, enfin, font l'intermédiaire finalement entre les éleveurs, les petits éleveurs de pondeuses et les opérateurs. Mais ça, c'est un travail qui est encore en cours pour essayer de comprendre comment s'articule cette filière et notamment comprendre comment fonctionnent ces grossistes. Voilà. Et après, par contre, sur les couloirs qui fournissent des poulettes prêtes à pondre, on n'a pas enquêté ces organisations-là et je ne suis pas sûre qu'en bio, il y ait des couloirs. Enfin, si certains d'entre vous, on est intéressé que vous le mettiez dans dans la conversation, si certains ont des expériences avec les couloirs pour des poulettes prêtes à pondre bio, mais sinon, on n'a pas enquêté ces élevages-là et donc je ne sais pas voilà, si ça se fait. Alors, deux petites questions de vocabulaire. Qu'est-ce que tu appelles automatisation des bâtiments et qu'est-ce que tu as considéré comme un emplacement? Oui. Du coup, l'automatisation, là, dans les élevages en filière, c'est automatisation, la lumière qui est automatisée, les trappes de sortie, l'alimentation, la distribution, enfin l'eau, c'est relativement souvent automatique, mais la distribution de l'alimentation, et je me souviens plus ce qu'on avait mis comme dernier critère. Et globalement, c'était ça, Les trappes. Ah oui, la ventilation, ouais, donc les trappes d'accès extérieur, les fenêtres, c'est des fois, elles étaient occultées avec un rideau, l'alimentation. Et je sais plus ce que j'ai dit, mais voilà, il y a eu plusieurs indicateurs. C'est bon, t'as tout Et ce qui validé. était de l'emplacement, c'est vraiment une poulette dans le bâtiment. Donc, quand je mettais 17 € par emplacement, si l'éleveur, en fait, enfin, c'était vraiment diviser la surface en mètres carrés par le nombre de poulettes élevées par lot. Donc, c'était pas l'emplacement théorique, c'était vraiment l'emplacement réel par rapport aux pratiques de l'éleveur. Alors, une question sur l'accès à l'extérieur. Pour les éleveurs qui ne respectaient pas la durée d'accès extérieur réglementaire, est-ce que tu avais les raisons qui t'étaient données? Alors moi, j'ai pas enquêté d'éleveurs qui ne donnaient pas l'accès à l'extérieur, mais de souvenirs. Enfin, je crois qu'il y a Pierre Pierre Pellissier qui est là. Si jamais il avait rencontré un des éleveurs qui ne donnait pas accès à l'extérieur, je sais pas si tu veux partager l'expérience, mais sinon globalement c'était des craintes par rapport, ouais, je pense par rapport à à la prédation, notamment la prédation par des rapaces. Et puis, ils voyaient pas forcément l'intérêt, il me semble. Et je crois qu'on avait aussi des questions de soucis de grippe aviaire, en fait. Ah oui, Parmi oui, les oui. éleveurs qu'on avait Mais là, enquêtés. dans ceux qu'on avait enquêtés, enfin, celui que j'ai mis dans le groupe 3 qui ne donnait pas accès à l'extérieur, c'était vraiment parce qu'il ne voulait pas. Et grippe aviaire ou pas grippe aviaire, il n'avait jamais donné à l'extérieur. Mais en effet, on a enquêté des élevages qui, jusqu'alors, notamment en Normandie, je crois, avaient la surface nécessaire, étaient prêts pour le faire, mais avec les réglementations de grippe aviaire, finalement, et les périodes où ils avaient des poulettes, ils n'avaient jamais donné accès à l'extérieur. Ok. Qu'est-ce qui va jouer sur le coût d'investissement de la place pour les groupes 3 et 4, en dehors de la densité et de la date de création du bâtiment? Si au sein du groupe 4, il y a peu d'automatisation, qu'est-ce qui peut faire une différence de 17 € plus ou moins 11 €? Bah, c'est souvent, ouais, c'est le type de bâtiment qu'ils ont choisi. Enfin, en fait, il y a des bâtiments qui ont été autoconstruits et des bâtiments achetés plus ou moins bien, enfin entre guillemets bien cher, plutôt onéreux. Ça dépend des fournisseurs de bâtiments, ça dépend des choix de l'éleveur. On a aussi, des fois, c'était des éleveurs qui étaient, enfin des porteurs de projets qui venaient de s'installer et donc ils ont des aides pour pouvoir construire les bâtiments. Du coup, ça peut faire partie des éléments qui faisaient augmenter le coût, enfin le coût de l'emplacement. Je- On va peut-être, enfin, il va bientôt être l'heure de la fin du webinaire. Peut-être une dernière. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui levait la main et puis ensuite on va conclure ce webinaire. Anthony, du Oui, coup. oui, j'avais juste une question, j'ai pas très bien compris. Donc, le coût, le coût emplacement, c'est le coût du bâtiment divisé par le nombre de poulettes sur un lot. Oui, c'est ça. Et donc, C'est je vois pas la pertinence de l'indicateur parce que le bâtiment, il est amorti sur 10 ans et il y a 2 lots par an. Donc, il faudrait diviser par 20 lots. Oui, oui, alors tout à fait. En fait, là, c'est des premiers résultats. On va travailler à des indicateurs technico-économiques beaucoup plus précis
à la suite de c'est quelque chose qui va arriver d'ici la fin du premier semestre 2026, où justement on va faire des références technico-économiques un peu plus précises. En effet, là, le coût de l'emplacement, je me souviens, il faudrait que je re-regarde, mais j'étais quasiment sûre que j'avais... Alors, est-ce que j'avais pris en compte les années de amortissement? J'ai un doute, donc il faudra que je vérifie cette information. Mais dans tous les cas, quand on fera, donc on va travailler à des coûts de production de poulettes bio, donc pour vraiment dire ce qui rentre dans le prix de la poulette. Et à ce moment-là, on aura plus de précision vis-à-vis du bâti. Voilà. Ok. Et du coup, je vais conclure si c'est OK. Donc, comme je vous le disais, ces premiers travaux ont permis d'avoir un peu plus d'informations sur les éleveurs-éleveuses de poulettes bio en France, donc avec ces deux groupes-là qu'on a créés, à partir d'analyses de données, donc des élevages en filière et des élevages en circuit court. On a donc des organisations et des pratiques qui sont un petit peu mieux référencées, mais qu'on va continuer à travailler dans le cadre de ce projet. Donc, comme je vous le disais, il y a des analyses économiques et technico-économiques qui vont être établies à la fin du premier semestre 2026. Et en fait, il nous reste aussi à faire le lien entre pratique et résultat, parce que là, on leur demandait leurs objectifs, etc., mais ce n'était pas forcément associé à des suivis. Donc, il y a 9 élevages dans le projet qui vont être suivis avec la mise en place d'un lot, donc de 1 jour à la réforme des pondeuses, pour faire le lien entre leur pratique, la pratique de ces éleveurs et les résultats. Et on a également des essais qui sont conduits pour lever certains freins techniques et prospecter de nouvelles pratiques sur les programmes lumineux, sur l'alimentation 100% bio, sur l'accès extérieur des animaux. Ce premier webinaire, il était introductif pour présenter ses résultats, mais donc on a 2 autres webinaires qui sont prévus le 3 mars et le 31 mars. Donc le premier qui sera dédié aux éleveurs en circuit court, et donc où on représentera quelques résultats, mais on fera surtout témoigner les éleveurs, un éleveur représentatif par exemple du groupe 3 et un éleveur du groupe 4 ou une éleveuse, pour ajouter aussi le témoignage à cette donnée ces données chiffrées. Et la même chose sera fait avec les éleveurs en filière organisée le 31 mars, et où du coup on discutera notamment des programmes lumineux et des programmes sanitaires pendant ce webinaire. Donc pensez à vous inscrire, vous avez les liens qui sont sur le site internet itab.bio dans la rubrique agenda. Et enfin, nous avons besoin de recueillir vos avis et vos attentes. L'idée, c'est vraiment de savoir si cette présentation correspondait ou pas à vos perceptions des élevages, de comprendre comment des résultats plus détaillés peuvent vous intéresser et vous aider dans vos métiers. Également de sonder s'il y a un intérêt parmi vous de créer une communauté pour suivre le projet et ses résultats et ce qui sera publié et partagé. Donc, ce serait très dense si vous pouviez prendre 5 ou 10 minutes pour répondre à un court sondage. Vous avez là le QR code. Sandy, je ne sais pas si tu peux partager dans la conversation le lien vers l'enquête. Okay. Et sinon, on vous l'enverra a posteriori du webinaire pour si vous pouviez prendre le temps d'y répondre, ça nous aiderait vraiment. Et je remettrai cette diapo si vous avez besoin du QR code. Si vous souhaitez aussi être informé des résultats du projet, vous pouvez vous inscrire à notre liste de diffusion et donc vous serez informé dès qu'il y a des événements qui sont produits autour des poulettes bio ou des résultats, des livrables qui sont disponibles. Donc pareil, là vous avez un QR code, mais sur le site de l'ITAB, itab.bio, vous avez une page dédiée au projet poulettes bio dans lequel vous pouvez vous inscrire à cette liste de diffusion. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et du coup, n'hésitez pas à prendre ce temps pour notre sondage.